C'est QFD, c'est maintenant et c'est sur Coezy et c'est avec Kadhafi Atoumani. Kadhafi Atoumani, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans CQFD. Merci et puis bienvenue. Oui, on est dans votre bureau ici. Alors on est où? Alors on est chez Acto. C'est quoi Acto? Chez Acto. Acto, c'est l'organisme qui finance la formation des salariés à la demande des entreprises. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises qui ont besoin de former leurs salariés, qui ont besoin de compétences, mais qui ont aussi besoin peut-être de recruter des jeunes dans le cadre de contrats en alternance ou des choses comme ça. Donc on est des structures qui accompagnent les entreprises et qui accompagnent les territoires en réalité. Donc vous êtes un point d'observation incroyable sur le développement économique du territoire, 10 ans de départementalisation. Les entreprises, le monde de l'entreprise a changé en 10 ans, Kadhafi Atoumani? Il a évolué. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une transformation radicale. On a plutôt une montée en compétences des responsables. On observe très clairement que les dirigeants sont beaucoup plus affûtés dans leur métier. On observe aussi la montée en compétences de collaborateurs. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les entreprises ont besoin de continuer à être accompagnées parce que, paradoxalement, elles ont de plus en plus de besoins. Donc, il faut arriver à répondre à ces besoins qui sont importants et qui sont de plus en plus coûteux. Alors, cette départementalisation, elle a amené quoi au quotidien des entreprises et des chefs d'entreprise? Je dirais qu'elle a amené peut-être de la visibilité. Je ne pense pas qu'elle ait amené beaucoup plus de choses que cela. Elle a amené de la visibilité, c'est-à-dire qu'un dirigeant, aujourd'hui, il sait qu'il est sur un territoire qui est un département d'outre-mer. Et donc, ça veut dire qu'en termes d'investissement, un investisseur qui va venir, ou lui-même, un chef d'entreprise qui va investir, oui, il sait que là, il n'y a pas de possibilité, ou en tout cas à court terme, il n'y a pas de risque particulier qu'on ait des modifications institutionnelles. Donc, en termes de visibilité, en termes de clarté sur ce que l'on veut faire et les investissements qu'on peut réaliser, là, très clairement, il me semble que les choses se sont améliorées. Maintenant, il y a aussi des moyens qui sont importants, qui sont à disposition. Il faut maintenant s'interroger sur la capacité de nos entreprises à aller chercher ces moyens. Donc là, c'est votre rôle de mettre en relation les moyens et les besoins. Alors, en matière de formation, j'entends. Les moyens sur la formation professionnelle, il n'y a pas de problème. Nous, on est là et c'est notre métier que de nous mettre à la disposition des entreprises, même si aujourd'hui, la réforme de la formation professionnelle a fait qu'on ne s'occupe plus ou on s'occupe beaucoup moins des entreprises de plus de 50 salariés. Et l'État nous demande de nous consacrer à l'accompagnement des petites entreprises, puisqu'il estime que les entreprises de plus de 50 salariés sont en capacité d'avoir un directeur des ressources humaines, d'avoir une organisation interne qui peut permettre d'avoir un meilleur accompagnement. Par contre, les petites structures, notamment celles de moins de 50 salariés, ont besoin qu'on continue à les accompagner. Donc cette réforme de la formation, elle a aussi diminué les moyens qui étaient mis à disposition pour ces structures de plus de 50 salariés et elle a mis un peu plus de moyens pour les entreprises de moins de 50. Ceci dit, elle n'a pas touché à l'alternance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à financer, quelle que soit la taille de l'entreprise, on continue à financer les contrats en alternance pour toutes les entreprises du territoire. Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque le tissu entrepreneurial mahorais est plutôt constitué de PME et de TPE. Donc, ce qui veut dire que ça concentre plus de moyens pour répondre à nos besoins. Ça concentre plus de moyens pour répondre à nos besoins. Le sujet, c'est que, et malheureusement, les entreprises qui ont plus de 50 salariés ont autant de besoins
que les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Mais si elles ont des DRH, elles peuvent organiser leur propre plan de formation et... Elles peuvent organiser, et là, le problème de l'ingénierie, du montage de projet ou du montage de plan de formation, il est réglé. Ce qui est compliqué, c'est maintenant d'aller chercher des fonds parce qu'il y a une réalité mahoraise, c'est que la question de l'illettrisme, la question de l'analphabétisme, la question de la qualification des hommes et des femmes, cette question-là, elle est prégnante, elle est essentielle. Et on ne pourra pas parler, on ne peut pas parler de développement économique, on ne pourra pas se projeter à l'avenir, on ne pourra pas parler de compétitivité du territoire si on continue à avoir autant de personnes qui sont en situation d'illettrisme et ou d'analphabétisme. Ça, c'est clair. Et comment on fait, Kadhafi Atoumani, pour régler ce problème? Comment on fait? On mutualise les moyens. Comment on fait? On met en place une plateforme territoriale de lutte contre l'illettrisme qui est logée au GIP Cariforef, qui ensuite essaye d'avoir une vision d'ensemble. Comment on fait? On essaie de monter une ingénierie pour essayer d'accompagner les différents publics que l'on a, que ce soit les personnes qui sont chez elles, que ce soit les demandeurs d'emploi, que ce soit les jeunes, que ce soit les salariés. Comment on fait? On essaie de trouver des dispositifs qui permettent d'aller vite, notamment aujourd'hui en utilisant l'outil informatique, en utilisant la médiation. Enfin bon, on fait feu de tout bois. Et ça marche? Il y a des résultats? On a des résultats, mais ça n'est pas assez rapide parce qu'on travaille sur la matière humaine. Et la matière humaine, elle a besoin de temps. Le problème, c'est que Mayotte n'a pas le temps sur ces sujets-là, paradoxalement. Sur ces sujets-là, on n'a pas le temps. Parce que vous avez d'un côté des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Qui sont encore en situation quelquefois d'illettrisme? Qui sont pour beaucoup d'entre eux en situation d'illettrisme. Ils sortent de l'école et ils n'ont pas les savoirs de base leur permettant d'évoluer en entreprise. En tout cas, ceux qui arrivent dans le monde de la formation professionnelle, on observe ces difficultés, même s'il y a un travail qui est important, qui est mené par l'Éducation nationale pour essayer d'améliorer la situation, mais on doit continuer à travailler parce que on observe, si vous regardez les statistiques des journées d'appel à la défense, vous regardez les statistiques, on observe encore beaucoup trop de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont malheureusement lestés par ces difficultés. Donc c'est très difficile pour une entreprise d'aller recruter ces jeunes parce qu'il va falloir doubler les efforts pour essayer de les insérer. Maintenant, il y a des travaux qui sont faits. Alors pour l'emploi, les missions locales, chacun fait dans sa partie. Le Conseil général aussi est actif là-dessus, mais on a encore beaucoup de travail. Et selon votre expérience, il va falloir combien de temps pour gommer ou réduire cette fracture, étant entendu que l'Éducation nationale a revu beaucoup sa manière d'enseigner les savoirs de base et commence à dire qu'il y a moins de jeunes gens qui arrivent au collège et au lycée sans savoir lire et écrire? Alors, on a deux problèmes qui se posent. Oui. On a un premier problème, ce sont les jeunes qui sortent, qui arrivent et qui ont besoin d'être accompagnés. Le deuxième problème, ce sont ceux qui sont déjà dans le marché du travail. Oui. Ce sont ceux qui travaillent déjà. Et tout à l'heure, je vous parlais des jeunes, mais imaginez les jeunes qui arrivent de métropole, qui sont formés, qui arrivent et qui sont prêts à travailler pour le SMIC ou un tout petit peu plus que le SMIC. Et en face d'eux, vous avez un chef d'entreprise qui a des collaborateurs qui sont dévoués, qui sont bien, mais qui ne sont pas capables de s'adapter parce que des sujets d'illettrisme, parce qu'il y a des sujets d'électronisme, parce qu'il y a tous ces sujets qui font que ces personnes-là, aujourd'hui, sont fragilisées au sein du marché du travail parce qu'à la moindre occasion, le chef d'entreprise, il peut se dire est-ce que je prends ce jeune qui vient d'arriver, qui est bien formé, qui parle bien le français, qui utilise l'outil informatique, qui est rapide, qui est vif et qui a un potentiel, ou est-ce que je continue à garder ce salarié qui est là, qui est fidèle, que j'ai depuis 20 ans, mais qui a des problèmes parce qu'il n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles exigences du marché du travail. C'est ça l'enjeu des 10 prochaines années, Kadhafi Atoumani, de la départementalisation? Pas que, mais c'est un enjeu qui est crucial parce que si on veut que Mayotte trouve sa place, que les structures mahoraises soient compétitives, il va falloir qu'on trouve des solutions.
Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je pensais dans combien de temps on pourrait régler ce problème. Moi, je pense qu'il faut une génération. Je pense qu'il faut une génération. Il faut qu'on s'y mette, très sérieusement, il faut qu'on s'y mette fort, mais ça prendra du temps, parce qu'encore une fois, c'est de la matière humaine. On a affaire à des hommes, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. Il faut qu'on commence par déjà, pour ceux qui sont analphabètes, démarrer petit à petit, pour ceux qui sont illettrés, s'occuper d'eux, et ensuite les monter en compétences. Et puis tout ça, ça prend du temps. Mais on a aussi tous ceux qui vont être laissés sur le bord de la route. Oui. Parce que justement, ils ne pouvaient pas suivre, on les a sortis. Pour cela, il faut aussi qu'on trouve des solutions. Donc vous voyez, la solution, elle n'est pas seulement une solution, ça n'est pas seulement une solution formation, ça n'est pas seulement, mais il y a aussi une solution d'accompagnement social. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes-là? Quelqu'un qui a 50 ans ou quelqu'un qui a 55 ans, c'est une personne qui a encore une longue carrière professionnelle devant elle. Comment est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Quelle est la solution? Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais il y a quand même une énorme souffrance, il y a d'énormes difficultés, et il faut qu'on arrive à proposer une solution à chacun d'entre nous, à chaque personne qui, à un moment, si elle se retrouve à l'extérieur du marché du travail, qu'on puisse lui dire « Ok, il n'y a pas de souci, on t'accompagne. S'il faut aller à la retraite, on va pouvoir vous accompagner jusqu'à la retraite. Et si vous êtes loin, loin, loin de la retraite, à ce moment-là, on va vous donner les moyens. » Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est que pour ces personnes-là, par exemple, on n'a pas forcément de dispositifs qui sont prévus. Et ça crée de la pauvreté. Et ça crée et ça renforce une pauvreté qui est déjà existante. Bien sûr. Ça renforce une pauvreté, ça crée de l'aigreur, ça crée beaucoup de frustration. Et cette société n'a pas besoin de beaucoup plus. Et en plus, ça va nous créer des chocs de génération entre les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et puis ceux qui sont déjà sur place. Vous voyez bien que ça va s'entrechoquer à un moment. Donc là aussi, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ne pas créer des conflits dans un territoire qui est déjà en souffrance. Alors vous avez une autre casquette à côté de la direction d'Acto. Vous êtes également le président de la CRES. Oui. Donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est un nouvel objet finalement dans le monde du développement économique. Est-ce que c'est très adapté à Mayotte, l'économie sociale et solidaire? Oui. Et pourquoi? Elle est très adaptée, parce que finalement on en a toujours fait. On en a toujours fait. Quand vous voyez les gens qui font du chicoura, etc., les tontines, c'est de l'ESS. Quand vous voyez les regroupements, nos coopératives dans nos villages, c'est de l'ESS. Quelle est la différence entre la coopérative des agriculteurs du coin et puis les grosses coopératives nationales? C'est juste une question de taille et d'organisation. Mais fondamentalement, l'idée est la même. C'est de se mettre ensemble pour être beaucoup plus fort. Quand vous voyez le Crédit Agricole, c'est une structure de l'ESS. Les gros groupes mutualistes, la MGEN, etc., ce sont des structures de l'ESS. Seulement, on a changé d'échelle et on a mieux organisé les choses. C'est tout. Et alors, à Mayotte, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de nouveau. Les domaines dans lesquels se développent les activités économiques, ce sont plutôt lesquels? Aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, ce que je voudrais déjà dire, il faut qu'on batte en brèche l'idée que l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie du pauvre. C'est l'économie Pourquoi ce n'est pas l'économie du pauvre? Parce que c'est pas comme ça, c'est pas ce prisme-là qu'il faut prendre. C'est pas ce prisme-là. L'économie sociale et solidaire, c'est une manière de faire, c'est une manière de créer. Ça n'est absolument pas une finalité, c'est une manière de faire. Je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on décide que quand on va créer l'entreprise, on se met à plusieurs, que les décisions sont prises de manière démocratique, ça n'a rien à voir avec une structure capitaliste pure et dure dont les décisions sont prises par un président ou un PDG et qui fonctionne comme ça. Quand on dit que les bénéfices, au lieu de prendre tous les bénéfices et de les réinjecter, de les donner
aux actionnaires, l'économie sociale et solidaire va dire les bénéfices que on va avoir, on va prendre une bonne part des bénéfices et on va les réinjecter dans la structure. Dans le développement, Dans l'investissement. Voilà, donc c'est ça l'économie sociale et solidaire. D'accord. Ça n'est absolument pas le recyclage des déchets. Alors, le recyclage des déchets est important parce que pour nous, on considère que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la durabilité. Il y a une réflexion autour de la durabilité. Ce qui marche bien, et c'est ce qu'on a observé là récemment pendant la pandémie, les boîtes qui ont le mieux résisté, ce sont les boîtes de l'ESS. Quand vous regardez aujourd'hui, j'ai vu encore des statistiques ce matin, une perte de 0,9% du chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup. Simplement parce que ce mode d'organisation qui fait qu'il y a une certaine solidarité entre les actionnaires, il y a une certaine solidarité parmi les salariés. Il y a une remobilisation des bénéfices qui ne sont pas distribués. Et bien là, quand il y a une période de crise, ben on a suffisamment de ressources à mettre sur la table pour pouvoir tenir. Et donc, on observe que ce mode-là, c'est un mode durable. Et cette économie sociale et solidaire, elle est durable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une des thématiques sur lesquelles l'ESS se développe le plus, c'est l'économie circulaire, par exemple. Donc, on en revient à la valorisation. On est à 10 ans de départementalisation. Le monde de l'entreprise bouge. On vient de l'évoquer. Les besoins évoluent. Qu'est-ce qu'il faut attendre des 10 prochaines années ? Ce qu'il faut attendre, si on ne fait rien, on va au-delà de graves difficultés. Si on ne fait rien dès aujourd'hui, lesquelles ? On va au-delà de très graves difficultés. Je ne reviendrai pas sur ce que l'on connaît tous, c'est-à-dire la situation de nos jeunes, etc., des jeunes qui sont aujourd'hui en souffrance sur les routes, parce que là, il y a de la souffrance, là, il y a de la difficulté, et il faut qu'on soit capable de regarder. En face ce qui se passe. Il faut qu'on soit capable de nommer les problèmes et de ne pas faire semblant de ne pas les voir. Quand on voit des enfants qui font les poubelles et quand on passe à côté de ces enfants et qu'on fait semblant de ne pas les voir, il ne faut pas s'étonner que 10 ans plus tard, ces enfants que l'on a ignorés, ils se comportent en tels des animaux, pour certains, c'est le cas, oui. Et qu'ils nous disent, mais frontalement, ça n'est pas mon problème, tu n'es pas mon problème. Donc il ne faut pas être surpris. Donc, à partir du moment où on va regarder le problème de ces jeunes et qu'on va s'occuper de ces jeunes, à ce moment-là, peut-être que d'ici 15 ans, peut-être que d'ici 20 ans, on aura trouvé des solutions. Mais tant qu'on ne regardera pas les problèmes et qu'on dira systématiquement « ils n'existent pas, ce sont des enfants d'eux, c'est leur problème, etc. », comme on l'entend, on continuera et ça va s'aggraver, la situation va s'aggraver. Ça, pour moi, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est Mayotte, la stratégie. Quelle est la stratégie de Mayotte ? Quelle est la stratégie de développement de Mayotte ? Aujourd'hui, quels sont les points forts, quels sont les points faibles ? Si on devait faire une matrice, force, faiblesse, machin, quel est ce sur quoi on va s'appuyer ? C'est quoi aujourd'hui ? Et on n'a pas de réponse à ça. Et on n'a pas de réponse, ou on a des débuts de réponse, mais on ne gratte pas suffisamment, on ne travaille pas suffisamment. Vous vous rendez compte qu'on est dans un territoire qui a une richesse exceptionnelle. On est dans un territoire, on est en plein milieu du canal de Mozambique, où une bonne partie du commerce mondial passe à 200 km d'ici. Et on est l'Europe. Et on est ce territoire européen. Et on sait ce qu'il y a dans les fonds océaniques de cette zone. On sait ce qu'il y a. On est Europe, on a des possibilités qui sont incroyables. Donc, tout ça, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à mettre les choses en œuvre. Alors, il y a des travaux, et c'est ça qui me rend, moi, optimiste. Il y a des travaux qui sont faits. Il y a des schémas régionaux de développement économique qui sont esquissés. On a des schémas d'aménagement régionaux qui sont, là aussi, qui sont en train d'être mis en place. Donc, les choses sont en train de se faire. Mais il faut qu'on arrive absolument à clarifier les choses en disant voici ce sur quoi on veut aller.
Je donne un exemple. L'aquaculture. 1 peu plus de 200 tonnes qui ont été produites. On était déjà le premier producteur des départements d'outre-mer. On a un potentiel de mémoire, si ma mémoire est bonne, on est sur un potentiel de 12 000 tonnes. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'investir très sérieusement dans cette affaire-là, d'investir dans la professionnalisation des hommes, d'investir dans la transformation, la valeur ajoutée. Hier, j'ai vu des perles, on ne le savait même pas, qui étaient exposées à l'Élysée. Oui. Donc, tout très pousse, joli bijou d'ailleurs. tout pousse dans ce lagon. Tout pousse dans ce lagon. Tout est possible dans ce lagon. On nous parle d'algues, on nous parle de perliculture, on nous parle d'aquaculture, on peut tout faire dans ce lagon. Donc maintenant, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette, qu'on travaille très sérieusement, qu'on identifie très clairement ce sur quoi on va aller. Et on y va. On y va et on accepte aussi de laisser ce sur quoi on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'on ne peut pas mettre toute notre énergie à aller sur des choses qui ont très peu de valeur ajoutée. Merci beaucoup Kadhafi Atoumani, c'est déjà l'heure de séparer. Oh, dommage. On se retrouve très vite. Très bien, merci à vous. À bientôt sur le plateau de CQFD pour une prochaine interview. Bonne journée.